Bonjour, Renaud Dourges en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le grand plaisir dans ce studio aujourd'hui de recevoir Philippe Hemsen pour Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, ouvrage paru aux éditions Albin Michel et préfacé par Éric Orsena de l'Académie française. L'Académie française, malheureusement, Jean Raspail n'en a pas été membre, je crois qu'il en a été d'ailleurs fort mari, et on pourra peut-être trouver des raisons tout à l'heure. Mais si vous le voulez bien, nous allons parler de Jean Raspail, au début non pas écrivain, mais explorateur, mais les deux vont ensemble. Oui, l'écrivain est né durant les années d'exploration de Jean Raspail, qui ont duré quand même pas mal d'années, puisque lui-même reconnaissait être devenu écrivain sur le tard. Et c'est vrai qu'il a commencé à écrire après 40 ans, on peut dire, la plupart de ses œuvres. Donc, Alors, sa jeunesse, il y a quelque chose de très important, c'est le scoutisme. oui, le scoutisme, alors, pour comprendre le rôle du scoutisme dans la vie de Jean Raspail, il faut imaginer que c'est un petit garçon qui est un petit peu, enfin, qui est totalement libre, qui est laissé un peu à lui-même. Son père est très pris par ses affaires, c'est un homme d'affaires, un grand directeur, un grand gestionnaire. Et donc, par conséquent, La Jean famille est est, revenue en France. voilà, le père de Jean Raspail était patron des mines de la Sarre, donc au moment de l'occupation par la France de la Sarre, donc région d'Allemagne. Ensuite, ils reviennent en France, à Paris, et Jean a pris l'habitude, dès cette époque-là, de se sentir un petit peu libre. C'est un peu un galopin anarchiste, un peu, qui fait ce qu'il veut, et fugueur. Et donc, son père ne savait pas trop comment le prendre. Et finalement, le scoutisme a permis à Jean Raspail de se structurer, d'avoir une discipline, une autodiscipline, d'avoir des références. Il y a également tout le côté rite qui était important chez Jean et qui va transparaître dans son œuvre par la suite. Et un côté un Donc, peu mystique également. et ce côté mystique, il faut savoir que le scoutisme à l'époque où il y est entré était profondément catholique. Bien sûr. Donc, c'était une époque où Jean était avait une foi très forte, et était très investi dans l'Église catholique. Et donc, tout cela lui a permis de se construire une personnalité mieux structurée que le petit garçon qu'il était au départ. Alors, son parcours scolaire va être, dirons-nous, chaotique. Ah, totalement. Totalement, parce que là aussi, il y a ce côté je n'en fais qu'à ma tête. Il avait pris cette habitude-là d'une certaine manière, et surtout, il y a eu un choc pour lui à partir du moment où il est rentré en France. Sarrebruck, il était reconnu comme le fils de Herr Raspail, c'est-à-dire un personnage important de la ville. Lorsqu'il arrive à Paris, il est inconnu, il est anonyme. Et ça a été un choc pour lui, et donc il l'a très mal vécu. Alors, il Euh, ne fera pas comme Sacha Guitry 17 ou 18 sixième, parce que c'était quand même un bon élève dans certaines Voilà, disciplines. il travaillait les matières qui lui plaisaient, donc le français, la religion, puisqu'il y avait des cours de religion, et ça lui plaisait, l'histoire, mais les mathématiques, c'était l'horreur. Et dans certains établissements, bon, c'est à la rentrée suivante, on dira, il est préférable qu'il ne revienne pas chez nous. Alors non seulement à la rentrée suivante, mais dans un certain nombre de cas, il s'est fait virer de l'établissement pendant l'année scolaire. Donc ça a été vraiment un parcours du combattant pour Monsieur Raspail père, Et qui s'est montré extrêmement intelligent dans oui, l'affaire, oui. parce que finalement, il s'est posé des questions, et du reste, je cite dans le livre un papier qu'il écrit pour essayer de se mettre les idées au clair concernant son fils, et il va chercher une école qui correspondrait à sa personnalité. Et il va la trouver, c'est l'école des Roches. Alors, nous avons parlé du père, mais il faut également parler de sa mère. Alors sa mère est un personnage beaucoup plus effacé, Jean en parlait très très peu. C'était une dame qui était au service de son mari, c'était l'époque qui voulait ça. Donc très, très réservée, très en retrait par rapport à son mari, mais qui a joué un grand rôle dans la mesure où sa famille était principalement installée à Chemillé-sur-Dème, là où Jean est né. Et donc, c'est là où il va passer toutes ses vacances, dans toute cette famille extrêmement nombreuse, avec énormément de neveux, cousins, etc. Enfin, il y en a en veux-tu, en voilà. Et il va connaître là une enfance extrêmement heureuse. Sa fille Marion Raspail me disait parfois que c'était presque vexant pour eux, dans la mesure où il disait très souvent que sa vraie famille était là-bas.
c'est-à-dire tous ses cousins, etc., qui étaient chemillés et avec lesquels il faisait les 400 coups. Il n'était pas fils unique. Il n'était pas fils unique, mais il y avait une très grande différence entre son frère, ses 2 sœurs et lui, et donc il a été élevé en fils unique. Rappelons également que votre ouvrage paraît pour le centenaire de sa naissance. Tout à fait. Il a donc connu la Deuxième Guerre mondiale et il va faire une petite erreur de parcours, mais qu'on peut expliquer aujourd'hui facilement en s'engageant dans un mouvement qui est très peu... C'est absolument pas le mouvement le plus célèbre dans le collaborationnisme, c'est le francisme de Bucard. Voilà, le mouvement francisque de Et il Marcel choisit un Bucard. très mauvais moment pour y rentrer. Alors, oui, il le dit lui-même, il l'a dit un jour, il l'a avoué. Alors même si pour lui ça a été c'était vraiment quelque chose de honteux, de manière démesurée, cette histoire. Donc il est rentré dans cette organisation le jour du débarquement, pour vous dire que c'était vraiment pas un politique. Mais il y est rentré tout simplement parce que de tous les mouvements de la collaboration, c'était le seul qui avait vraiment un vrai mouvement de jeunesse et qui était très proche des scouts. Et donc, par conséquent, Jean s'est laissé embringuer là-dedans parce qu'il y a vu, en fait, une autre forme de scoutisme, ni plus ni moins. Ça n'a pas duré longtemps parce que des membres du parti sont venus chez ses parents, puisque Jean habitait toujours chez son père. Lorsque le père a vu les membres du parti débarquer chez lui, il n'a trop rien dit. Mais le soir, Jean s'est pris la plus grande gifle de sa vie. Ce qui était assez rare. Hein. Oui, son père lui a fait comprendre que non, c'était fini. Et de toute façon, on ne lui a pas reproché grand-chose. Il a été convoqué devant le tribunal à la fin de la guerre, mais étant donné ses activités par ailleurs chez les scouts clandestins et auprès de la jeunesse un peu qui était un peu à l'abandon pendant l'occupation, il a été évidemment libéré sans faire de prison, ni aucun reproche ne lui a été fait. Mais alors on parlait de son mysticisme, il ne faut pas oublier que Bucard était un ancien séminariste lui-même. Oui, bien sûr, mais encore une fois, cet engagement a été de quelques mois, et puis n'a joué quasiment aucun rôle, mais il se l'est reproché très longtemps, enfin toute sa vie. Justement, pour son entrée à l'Académie française, est-ce que cela a joué? Oui, ça a joué parce qu'il voulait tellement pas en parler qu'il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Et donc, au moment de le jour où il a posé sa candidature à l'Académie française, on a fait courir le bruit qu'il avait été dans la milice et même dans la Waffen-SS, pourquoi pas. Et Jean, au lieu de dire la vérité, de dire mais non, voilà, il a laissé dire, et évidemment. Il y a toujours des gens crédules pour croire qu'il y a quelque chose de vrai dans toute cette affaire. Et évidemment, tout était faux. Et lorsqu'il s'est présenté à l'Académie française, alors il faut expliquer ce système des votes négatifs, mais sur lesquels on ajoute une croix. Oui, tout à fait. Il y avait un certain nombre d'académiciens qui ne l'aimaient pas pour X raisons. Alors ça pouvait tenir éventuellement au bruit qui courait, aux rumeurs qui couraient sur son rôle pendant l'occupation, j'en doute. C'était vraiment une opposition de caractère. Et du reste, il y a un échange de lettres extrêmement virulent entre Maurice Druon et Jean Raspail. Et Druon avoue ne pas avoir voté pour lui, alors que Orsena a voté pour Jean Raspail. Et il a d'ailleurs préfacé votre ouvrage. Tout à fait. Je rappelle le titre Jean Raspail, aventurier de l'Ailleurs, paru chez Albin Michel. Il va y avoir le premier voyage et une personne qui va beaucoup compter dans sa vie, un ami, Philippe Andrieux. Philippe Andrieux et son alter ego, d'une certaine manière, ils se ressemblaient énormément et ils vont donc... Comment se sont-ils connus? Jean avait dans l'idée de faire cette expédition au Canada. Et il avait donc publié une petite annonce dans un journal scout. Et le premier à répondre, ça a été Philippe Andrieux, qui avait à peu près son âge, son caractère, ses défauts et ses qualités. Mais il avait tout de même un peu plus de vécu, parce il était rentré dans la division Leclerc, il avait fait la Seconde Guerre mondiale, en partie, évidemment, à la fin. Donc, il avait vraiment un vécu un peu plus fort que Jean. Et donc, un sens de l'organisation aussi peut-être plus développé que celui de Jean Raspail à l'époque. Et donc, ils vont très bien se compléter sur cette première expédition. Mais évidemment, Jean va se rendre compte
assez vite qu'il fait doublon avec lui. Donc, Philippe Andrieux va rester avec lui sur la première expédition, évidemment, la deuxième, mais à la troisième expédition, là, il va se séparer de lui parce que Philippe Andrieux faisait vraiment... c'était comme une équipe à deux têtes, d'une certaine manière, et donc ça ne pouvait plus fonctionner. Ce n'était pas gérable, Non. en quelque sorte. Alors, premier voyage au Canada, mais il va être médiatisé sur place d'une façon assez spectaculaire qu'on ne verrait peut-être plus aujourd'hui. Alors, surtout aux États-Unis, puisqu'il y a toute une part, disons, la partie Trois-Rivières jusqu'au Grand Lac canadienne, qui là va être médiatisée, mais de manière tout à fait anodine. Mais en revanche, à partir du moment où l'équipe Marquette va arriver sur le territoire américain, là, les Américains vont se prendre de passion pour cette aventure absolument extraordinaire. Et donc là, oui, ils vont devenir de vraies vedettes aux États-Unis à ce moment-là. Et être accueillis à la Nouvelle-Orléans de manière absolument somptueuse. Comme les astronautes revenant de la Lune. Hein. On va les transporter en voiture décapotable dans la ville avec tous les flonflons, exactement comme les astronautes de retour de la Lune. Et eux ne devaient pas imaginer avoir cet accueil. Non, ils s'en sont plus ou moins rendus compte à partir du moment où ils étaient sur le Mississippi. Parce que là, comme me disait Jean, c'était une partie du voyage assez ennuyeuse dans la mesure où avant, au Canada, là, c'était très sportif, mais sur le Mississippi, il suffisait de ramer. Donc, par conséquent, ils s'ennuyaient un peu. Et donc là, ils écoutaient la radio de temps en temps et ils se rendaient compte de la médiatisation déjà de leurs aventures. Une rencontre très, très importante, un événement en 1950, c'est son épouse. Tout à fait, Aliette, qui va être son épouse toute sa vie et Vous dites sa collaboratrice. Sa collaboratrice, tout à fait. C'est celle qui va l'accompagner. Aliette était une jeune femme qui aurait voulu faire une carrière dans les beaux-arts. Malheureusement, à l'époque, surtout dans sa famille, qui était une famille très bourgeoise comme il faut, hors de question, surtout les beaux-arts avaient mauvaise réputation, les garçons aux beaux-arts, n'est-ce pas? Voilà. Donc, par conséquent, elle n'a pas pu faire cette carrière. Et donc, au moment où elle va rencontrer Jean et l'épouser, elle va développer, grâce à Didier Tarot, qui est un autre membre de l'équipe Raspail un peu plus tardif, elle va développer son talent photographique. Et donc, à partir du voyage au Japon, elle va accompagner Jean Raspail au titre de photographe, puisqu'il faut rappeler tout de même que tous ces voyages se faisaient sous l'égide de Connaissance du Monde, qui était une organisation très importante à l'époque. Alors, c'est au Japon, je crois qu'il y aura un problème avec un des membres de l'équipe qui s'est fait, soit il s'est fait rouler, soit il ne connaissait vraiment rien aux finances. Tout à fait, voilà, donc ils étaient partis 3 plus Aliette, donc Guy Morance, son grand ami Guy Morance, qui est un merveilleux cinéaste, Jean et Aliette, et ce quatrième journaliste qui malheureusement ne s'entendait pas ni avec Guy Morance ni avec Jean Raspail, pensait tout savoir et en fait s'est fait rouler dans les grandes largeurs, et donc Jean va le renvoyer en France très rapidement. Nous allons laisser passer un communiqué si vous le voulez bien. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je rappelle que je suis en compagnie de Philippe Hemsen, avec qui nous parlons de Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, ouvrage paru aux éditions Albin Michel. Alors, un voyage aussi très important et un pays très important, la Patagonie. Mais avant de parler plus précisément de la Patagonie, il y a quelque chose de très émouvant qui s'est passé, c'est à la chute de Dien Bien Phu. Oui, ils étaient à ce moment-là, c'était pendant l'expédition Terre de Feu, Alaska. Qui est en photo d'ailleurs sur la couverture de l'ouvrage. Tout à fait. C'est cette grande expédition donc avec 2 Renault. Et c'est au bord du lac Titicaca où l'armée du coin va venir pour rendre hommage à la France auprès de ces 4... ils étaient plus de 4, ils étaient 6 à ce moment-là, de ces 6 Français et qui étaient là, qui campaient au bord du lac Titicaca. Et donc, ils vont venir pour rendre hommage à la France, dont on venait d'apprendre la défaite à Dien Bien Phu. Nous avons déjà longuement parlé de Jean Raspail, aventurier, mais il faut que nous parlions de Jean Raspail, écrivain. Ses premiers livres.
Alors, ses premiers livres, il en a écrit un premier qui, à la suite de son voyage au Japon, Le Vent des Pins, qui a été réédité par la suite sous le titre Bienvenue, honorable visiteur, qui du reste, je tiens à le signaler, a été réédité très récemment par une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Sept Cavaliers. Les Sept Cavaliers. Maison d'édition dans laquelle un livre de Alain Pocard est paru il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà. Et donc, premier roman, Bienvenue, honorable visiteur, donc, qui se passe au Japon. Deuxième roman, donc voilà, un roman plein d'humour et un petit peu distancié par rapport au Japon. Deuxième roman, Les Veuves de Santiago, donc, qui se déroule au Pérou. Roman qui est un peu dans la veine de Pierre Benoît et qui n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, qui n'est pourtant pas un roman inintéressant. Et puis, de nouveau, plusieurs années sans roman, jusqu'au Camp des Saints, qui est le grand coup de gong, en quelque sorte, du romancier, puisque c'est le roman qui va non seulement Déclencher des polémiques. déclencher des polémiques, déclencher aussi sa carrière de romancier, puisque à partir de ce moment-là, il va devenir beaucoup plus romancier que voyageur. Et on peut dire que ces polémiques ont été lancées par des gens qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas compris leur lecture. J'ai tendance à dire toujours que le Camp des Saints, au départ, la première année, en 1973, lorsqu'il a été publié, a d'abord été perçu comme une dystopie, au même titre que la guerre des mondes. Vous remplacez les Bengalis qui envahissent l'Occident par les Martiens, vous obtenez exactement la même structure romanesque. Ce qui a beaucoup plus créé de polémiques, ce n'est pas tant l'invasion en elle-même, dont il est constamment question aujourd'hui, puisque ça recoupe l'actualité, mais il a surtout fait polémique par la violence avec laquelle Jean Raspail accuse les Français de trahir leur propre patrie, d'une certaine manière, leur propre culture, leur propre passé, leur propre religion. Tout y passe dans le roman, parce que c'est ce qui le marquait profondément, cet abandon par les Français de leur propre identité. Mais en 1960, déjà, en ce qui concerne le Congo belge, il avait parlé de la désintégration d'un pays. Oui, tout à fait. Mais je présente également très régulièrement le Camp des Saints comme sur le même plan que cette rencontre que faisait Jean Raspail avec les peuples en voie de disparition, comme les Alakalev du sud de l'Amérique du Sud, ce peuple qui avait, à l'époque où il les a rencontrés, quasiment disparu. Et en fait, la question que s'est posée Jean Raspail, c'est mais si le peuple en voie de disparition, c'était nous. Un autre peuple dont on parle assez rarement au Japon, ce sont les Aïnous. Les Aïnous, donc qu'il a été voir également, puisque voilà, c'était sa grande obsession d'interroger, de questionner ces peuples en voie de disparition. Un autre ouvrage, alors qui a fait une polémique, pas vraiment, peut-être pas en France, mais aux Antilles, en Guadeloupe, où j'ai vécu en particulier, c'est Second le Cocotier. Oui, Second le Cocotier a fait polémique tout simplement à cause du ton sur lequel qu'il a adopté. Il avait trouvé son style à ce moment-là, qui était un style un petit peu léger et moqueur, et qui a fait polémique à l'époque. Oui, effectivement. Une grande rencontre, c'est Jacques Perret. Tout à fait. Jacques Perret, c'était son maître de style. Jacques Perret est un maître dans le style littéraire et a beaucoup influencé justement Jean Raspail pour Second le Cocotier, puis ensuite le Camp des Saints. Le Camp des Saints, comme le Second le Cocotier, sont très, très imprégnés par le style de Jacques Perret. Et vous parlez d'une des premières émissions d'Apostrophe où Jacques Perret ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot et finit par dire qu'il est contre la démocratie, pour le trône et pour l'autel. Mai 68, il va écrire une chronique lors de la grande manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées. Elle ne va pas être publiée par le Figaro. Jean n'aimait pas du tout ce qui s'est passé à la fin de 1968. C'était un homme, encore une fois, qui était attaché à l'unité de la France. Et il voyait deux France se construire d'une certaine manière, l'une à côté de l'autre. La France des ouvriers à l'époque, qui avait fait mai 68 et qui s'était sacrifié quelquefois dans les grèves et autres mouvements sociaux. Et cette jeunesse dorée qui, le soir, faisait la fête, et ça l'a profondément choqué. Il disait, mais on ne peut pas faire la fête comme ça, sur le dos des autres qui d'une certaine manière, ont perdu. Et ce qu'il avait en tête, c'était, encore une fois, cette unité de la France qui lui tenait profondément à cœur.
Cette émission, nous sommes presque à la fin et c'est fort dommage, on n'a pas eu... Mais je sais que vous allez être invité prochainement, je crois, pour une autre Tout à fait, au mois de émission. juillet. Au mois de juillet. On n'aura pas parlé d'Antoine de Toulens, alors qu'il y a un personnage là pour la Patagonie et autres. Mais je voudrais quand même que nous terminions pour parler, c'est du bicentenaire de la mort de Louis XVI. Ah, qui est un grand moment, parce que personne ne songeait à rendre hommage à Louis XVI en 1993. Jean s'est vraiment investi considérablement et le résultat a été extraordinaire. J'y étais. J'y étais aussi, donc voilà, on peut en parler. c'est ainsi que je l'ai connu du reste. Et la foule qu'il y avait ce jour-là, le 21 janvier 1993, sur la place de la Concorde, était absolument fabuleuse. En plus de ça, avec l'arrivée de l'ambassadeur des États-Unis à pied avec sa gerbe de fleurs, était un moment absolument inoubliable. Et la lecture du Testament par Jean-Pierre Darras. Et tout à fait, la lecture du Testament par Jean-Pierre Darras et la présence d'énormément de gens, des anonymes comme des célébrités. Il était ami avec Jean-Pierre Darras et également un autre comédien, c'est Daniel Secaldi, je crois. Tout à fait, qui était également ses voisins lorsqu'il habitait à Sablé, dans le sud de la France. Quelqu'un qui n'aurait jamais lu Jean Raspail, quel livre lui conseilleriez-vous ? Alors, je lui conseillerais Petits éloges de l'ailleurs, qui est en fait le dernier livre de Jean Raspail, qui est composé d'un ensemble de textes et d'articles, mais également comme roman, peut-être le dernier qui vient d'être réédité, à savoir Les Royaumes de Borée, qui est un roman extraordinaire et superbement préfacé par Étienne de Montetti, et qui permet de rentrer de plein pied dans l'œuvre de Jean Raspail. Alors, je vous réinviterai dans quelques mois probablement, mais pour parler d'un tout autre sujet, mais qui vous tient à cœur, c'est Stephen King. Tout à fait, qui est un autre grand écrivain américain, contemporain, et qui a quelques points communs avec Jean Raspail, malgré les apparences. Ah, vous nous l'expliquerez. Attendons la sortie du prochain Stephen King, quoi qu'on pourra le faire, c'est celui qui est actuellement le recueil de nouvelles actuelles, pourquoi pas. Plus noir que noir. Plus noir que noir. Et on pourra alors, nous allons terminer en écoutant le Requiem pour la mort de Louis XVI de Cherubini. Mais je terminerai par cette phrase qui était peut-être une de ses maximes: si la route te manque, fais-la. Tout à fait. Merci à vous, Philippe Hemsen, et je rappelle Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, chez Albin Michel.